Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Éric Vérac. Bonjour Éric, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Patricia Balme, présidente fondatrice de PBcom International. Vous êtes communicante. Alexia Germont, présidente fondatrice du think tank France Audacieuse. Bonjour à vous. Bonjour et Valérie. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour cher Nicolas. Bonjour Valérie. Allez, on va parler d'Emmanuel Macron qui est en même temps un petit peu partout, à la fois avec McFly et Carlito et à la fois dans un journal très intellectuel et en Californie absolument très intellectuel qui est Zadig, l'excellent journal d'Éric Fotorino, 20 pages d'interview. Donc, et puis cette déclaration, la Seine-Saint-Denis, c'est la Californie sans la mer. Il veut nous faire rêver. Voilà, il veut nous faire rêver. Le Beauvau de la sécurité qui se tient aujourd'hui, faites-vous confiance à la justice française? Un sondage nous dit que non. Et en PACA, Mariani en tête, échec de la stratégie de Renaud Muselier. Et le RN peut-il remporter cette élection? On en reparlera avec vous. Pardon. Commençons avec le tour de table. Patricia Balme, c'est un coup de cœur. Bah oui, c'est un coup de cœur parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Alain Souchon, qui est né à Casablanca, comme moi. Oui. Et en fait, c'est un coup de cœur pour lui et pour une chanson qui a quand même de nombreuses années, qui s'appelait Foule Sentimentale. Ouais. Et cette chanson est toujours d'actualité. Et si on écoute les paroles, foule sentimentale, soif d'idéal, etc. Et voilà, on nous sert des choses. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul Louis-Sulitzer. Voilà, alors je sais pas si les nouvelles générations savent qui est Paul Louis-Sulitzer, mais Claudia Schiffer, je pense que... Peut-être un doute sur Paul Louis-Sulitzer. C'est resté dans les mémoires, mais en tous les cas, cette chanson, à l'époque, pour moi, était révolutionnaire parce que le texte était étonnant et elle est toujours d'actualité. Il a quel âge? 77 ans. 77 ans, dis donc. Voilà, je pensais qu'on écouterait la chanson, mais bon. Oh oui, on l'entend. Ah. On est Claudia Schiffer, on est Paul Louis-Sulitzer. Voilà. Bon anniversaire à Alain Souchon. C'est un joyeux coup de cœur avec le soleil qui revient aujourd'hui. Alexia, vous, c'est un coup de gueule. Oui, mais ça aurait pu démarrer par un coup de cœur quand même, parce que c'est le rapprochement, en fait, enfin plus exactement, le rachat par Amazon des studios de la Metro-Goldwyn-Mayer, parce que c'est vraiment le lion rugissant qui passe dans l'escarcelle de Jeff Bezos avant, bien sûr, qu'il ne passe la main lui-même. Alors, pourquoi un coup de cœur au démarrage? C'est parce que c'est quand même un bon move pour le coup, un bon mouvement du point de vue économique. Mais parce qu'évidemment, ils mettent la main sur un catalogue remarquable et stratégiquement pour essayer de couper l'herbe sous le pied à Apple, Netflix. Là où ça se transforme en coup de gueule, c'est que je fais ce rapprochement parce que là, ça a coûté à peu près 8 milliards de dollars, presque une paille, moins que ce qu'avait coûté en fait le rachat de Whole Foods, donc la distribution bio alimentaire. Et c'est là où ça commence à devenir plus gênant, c'est que finalement c'est non pas sur la stratégie économique, mais ça devient sur la stratégie politique. Parce que quand on voit qu'en même temps, il y a du en même temps là aussi, c'est que il y a en matière au niveau européen, on voit bien que les revenus, je ne parle pas des bénéfices, mais en matière de revenus, évidemment Amazon a profité à plein des périodes du confinement. On parle de revenus d'environ 44 milliards, donc c'est quand même pas une paille pour le coup. Et puis derrière, il y a toujours pas d'impôt qui est levé, tout ça parce qu'il y a des montages avec notamment les filiales luxembourgeoises, enfin des montages qui sont validés, c'est pas le sujet, c'est pas pour remettre en cause ça. Mais il y a quand même quelque chose que je trouve absolument où on doit avoir une prise de recul, parce que on fait aussi, nous sommes nous-mêmes les acteurs de la de la vie dans laquelle nous voulons évoluer. Et c'est là où la notion de consomme-acteur reprend pied. Et si on n'a pas envie d'être mangé tout cru par Amazon, eh ben il faut avoir aussi une certaine réflexion. Voilà. Un commentaire. Éric? Oui, un petit mot, une boutade. Évidemment, si en 1830, Louis-Philippe avait autorisé la Belgique à envahir le Luxembourg, on ne parlerait plus de paradis fiscal à la frontière de la France. Et le problème, si vous voulez, c'est que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on sait
que le Luxembourg pratique ce qu'on appelle les rescrits fiscaux, qui autorisent une entreprise à payer moins d'impôts qu'elle ne doit. Et on a trouvé ça tellement bien qu'on a même nommé le Premier ministre luxembourgeois qui avait inventé ce système, on l'a nommé président de la commission. Ouais. Alors, si oui, un jour, il faudra quand même que tous les gens qui adulent l'Europe et nous expliquent que l'Europe, c'est l'avenir de la France, nous disent aussi pourquoi, dans leur doctrine, ils ont mis en place des systèmes qui permettent à des grandes multinationales de ne pas payer d'impôts, ouais. Et s'enrichissent avec les données qu'on leur fournit d'ailleurs, ou le commerce qu'on leur fait faire, sans payer d'impôts. Enfin, le sujet est quand même là. Oui, mais on peut dire beaucoup de mal des GAFAM. Les premiers responsables, ce sont les européistes. Oui. Au-delà de ça, c'est une formidable affaire en termes de business, compte tenu du catalogue de la MGM. Et Amazon Prime Video, qui est une plateforme de films, ils ont un catalogue en or, ils ont les James Bond, et ils ont les 8000 films de la MGM. Ouais. Donc pour eux, c'est une affaire extraordinaire, parce que Amazon Prime n'avait pas un très bon catalogue jusque-là. Ça leur permet de contrecarrer. Évidemment. Ils vont avoir Rocky tous les Rocky aussi. Absolument. Non, mais les grands films aussi de la MGM. Donc c'est une très très belle affaire et c'est un coup formidable. Mais c'est triste pour MGM, alors que la MGM allait fêter ses 100 ans d'existence. C'est l'évolution finalement de l'économie. Mais c'est pour ça que j'ai dit que je commençais par un coup de gueule, un coup de cœur qui se transforme en coup de gueule. Alors c'est vrai qu'il y a Stéphane me dit, ils ont changé le logo, c'était peut-être avant, mais ils ont retiré cette espèce de lion pour le remplacer par un autre qui est un peu, je suis d'accord avec lui, qui est assez moche en fait. Nicolas, c'est un coup de cœur ? Oui, c'est un coup de cœur qui sent le printemps aussi. Je voulais parler des femmes de ménage et des gouvernantes de l'hôtel Ibis des Batignolles, du boulevard des Batignolles, qui étaient en grève depuis plus de 22 mois pour demander des hausses de salaire et des conditions de travail naissantes. Donc le groupe Ibis, les hôtels Ibis sont une marque du groupe Accor, et ces femmes de ménage et gouvernantes, elles sont une vingtaine, étaient employées par un sous-traitant. Avec des conditions de travail assez étonnantes, mais qui ont cours en fait dans l'hôtellerie, dans ce système de sous-traitance. Ces femmes de ménage, par exemple, avaient des objectifs de nettoyage. Et pour les gouvernantes, il s'agissait de contrôler plus d'une centaine de chambres à chacune par jour, avec un salaire moyen qui tournait autour de 800 à 900 euros, puisque quand vous travaillez dans ces systèmes de sous-traitance, non seulement vous échappez finalement aux organisations de protection sociale qu'il y a dans les grands groupes, parce que ce sont des petites entités, on est en dessous des seuils de représentativité syndicale par exemple, et puis surtout vous êtes en activité partielle, donc vous ne touchez pas un SMIC plein. Ça fait 22 mois qu'elles sont en grève, elles ont enfin acquis gain de cause, une augmentation de 300 euros par mois et de nouvelles conditions de travail pour reconnaître un peu leurs difficultés. Et je pense qu'il faut saluer d'abord leur détermination, parce que c'est pas facile quand on est femme de ménage, sous-traitant d'un grand groupe, d'oser se mettre en grève. Et ça a duré longtemps en plus. Hein. Et ça a duré très longtemps. Elles ont été, en plus il y a le Covid, c'est-à-dire qu'elles ont été d'une certaine manière également empêchées de faire vivre leur mouvement social par les conditions et par les contraintes sanitaire. Bref, je pense que ça montre deux choses. Ça montre que la détermination collective, ça a encore un engagement et un sens aujourd'hui. Et puis peut-être que c'est le signe, mais il ne faut pas extrapoler, qu'il va y avoir une très forte pression sociale, notamment sur les petits salaires et sur les travailleurs pauvres. Ouais. Les personnes qui travaillent à temps partiel, qui travaillent dans des activités tertiaires, qui ont été ces secondes lignes, comme on les appelle, de manière un peu, je trouve, un peu péjorative. Tous ces salariés vont demander et vont faire pression pour effectivement avoir des salaires décents, parce que pour le coup, le travail là-dessus n'est pas à la hauteur du salaire qu'on leur attribue. Mais c'est un combat, du pot de terre contre le pot de fer. Mais le pot de terre finit par gagner parfois. Allez, on se retrouve dans un instant et on est ensemble pour les débats sur Sud Radio entre 11h et midi avec aujourd'hui Éric Vérag, entrepreneur, fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges, Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, Patricia Balme, présidente fondatrice de PBcom International, et Alexia Germont, présidente fondatrice du think tank France Audacieuse. Avec vous pour parler d'Emmanuel Macron et de ses déclarations hier. La Seine-Saint-Denis, c'est la Californie. Il y a
un bruit d'écho là. Je ne sais pas ce que c'est. La Californie, c'est la Seine-Saint-Denis, c'est la Californie sans la mer. On parlera du Beauvau de la sécurité, on parlera de PACA et du dernier sondage qui place Monsieur Mariani, tête de liste RN, en tête. Et puis on dira aussi quelques mots de Noël Le Graët qui rétropédale sur Youssoupha, ou en tout cas qui est un peu tordu ce matin dans le Parisien sur cette chanson qui a évidemment beaucoup fait réagir. Alors Éric Vérac, on n'a pas eu votre coup de cœur. Oui, mais c'est pas bien grave. Si, on l'attend avec impatience. J'ai l'habitude d'être maltraité dans ce pays. N'importe quoi. Non, les hommes sont maltraités. Voilà. Allez, on vous écoute. C'était je voulais quand même signaler un coup de cœur, puisque mais c'est passé sous les radars. Joe Biden a exigé une enquête sous 90 jours de ses services sur l'origine exacte du virus. Ouais. Et du Covid, parce que vous savez que le Wall Street Journal a sorti une information la semaine dernière indiquant que trois scientifiques, 3 chercheurs du laboratoire P4 de Wuhan avaient été hospitalisés en novembre 2019, c'est-à-dire juste avant le début de la pandémie, en présentant des symptômes de Covid. Donc tout le monde commence à se dire que l'hypothèse qui était jugée horriblement complotiste il y a encore 2 ou 3 mois, est une hypothèse qui commence à prendre corps, à savoir que le virus est probablement le produit d'un accident de laboratoire, en tout cas d'un phénomène de laboratoire né en Chine. Thèse qui a été très lourdement combattue par des tas de scientifiques qui ont publié des articles très sérieux pour expliquer que émettre cette hypothèse était un scandale absolu et la preuve d'un complotisme absolu. Et je trouve assez amusant, si vous voulez, qu'1 an plus tard, le président des États-Unis, qui lui-même avait à l'époque expliqué que Trump était déloyal vis-à-vis des Chinois en cherchant la responsabilité des Chinois dans cette affaire, je trouve amusant que le nouveau président, sous l'influence de la presse, 1 an après, se mette à se dire peut-être que l'épidémie de Covid n'est pas le fait d'une chauve-souris qui a mordu un pangolin, qui a mordu un Chinois sur un marché à Wuhan, mais peut-être que c'est réellement au moins une erreur humaine ou le fait d'une intervention humaine que cette pandémie mondiale nous ait frappé. Ce qui posera un vrai problème, si vous voulez, puisque la Chine sort, on le voit bien, très renforcée de cette épidémie par rapport à nous, qui morflons quand même dans cette affaire. Et ça pose quand même un vrai problème sur la réparation du dommage que nous pourrons demander, parce que il n'est quand même pas complètement naturel que nous subissions des récessions et des difficultés sociales terribles quand le problème vient, on va dire, à ce stade, on peut penser que c'était une erreur humaine produite par un laboratoire qui était manifestement mal entretenu. Oui, mais je classerais pas dans le domaine du complotisme cette hypothèse. Hein. Je peux vous dire que moi qui l'ai émise assez tôt, en disant que c'était une probabilité, j'ai été traité de tous les noms. Et je peux vous dire qu'il y a des professeurs, je ne sais plus quel, le prix Nobel français qui croit à la mémoire de l'eau, a dit c'est probablement une intervention humaine qui est à l'origine du Covid. Il a fait l'objet d'une campagne de haine. Ouais. Peut-être Valérie, peut-être 2 points. Bon, d'abord, je crois qu'il y a eu des articles du Monde, notamment de mémoire assez tôt, en novembre. Le premier date de novembre. Voilà, mais qui documentait ce sujet. Il faut la laisser les enquêteurs aller jusqu'au bout, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'attention qui se porte autour de ce laboratoire. Juste préciser peut-être que ce laboratoire P4 à Wuhan provient d'un partenariat avec la France, puisque c'est la France sous le Premier ministre Raffarin qui avait passé un accord pour installer ce laboratoire qui est d'une technologie très précise et très sensible, avec un accord avec les Chinois, un accord qui a été un véritable fiasco, puisque c'est un accord complètement franco-chinois, c'est-à-dire transfert de technologie totale de la France vers la Chine, contrôle à peu près proche de 0, tant et si bien que les scientifiques français qui devaient aller sur place et travailler avec leurs homologues chinois ont refusé, dès le début de la mise en œuvre de ce laboratoire, de se rendre sur place, laissant les Chinois maîtres de cette technologie qu'on leur avait transférée. Je pense qu'il faut aussi préciser, on verra ce que donnera l'enquête plus tard, mais vous parlez de réparation, Éric, oui, je prends que c'est un sujet géopolitique majeur. Il ne faudrait pas aller trop vite, peut-être, sur la pression sur ces réparations. Nous sommes peut-être aussi dans la chaîne de responsabilité. Et que nous avons systématiquement étouffé. Mais Éric, le complot, comme dit un auditeur, c'est la théorie du complot.
complot, c'est que la Chine l'aurait fait sciemment, Alexia Germont. Oui, là je pense qu'on dérive quand on est sur le côté sciemment, ça c'est autre chose. En revanche, ce que je trouve très intéressant, c'est que ça reboucle avec l'interview qu'a donné Stéphane Bancel, le patron de Moderna, il y a une ou deux jours, sur une chaîne de télévision, où il expliquait que le travail de ces équipes, je crois que ce sont des généticiens qui ont fait ça, sous réserve, montrait que de toute façon, l'hypothèse du pangolin était plausible, bien sûr, mais que l'hypothèse, en fait, que ça vienne du laboratoire P4 de Wuhan était également une possibilité. Donc après, ce qui est intéressant, c'est de reboucler la boucle avec des informations qui viennent, effectivement, qui sont désormais mises à disposition du président Joe Biden depuis qu'il est aux manettes. Et il faut, je crois, là où vous avez raison également, Nicolas, sur la partie réparation, c'est un vrai sujet qui doit être mis sur la table, mais il faut savoir raison garder, parce que la façon dont on est aussi capable de sortir de cette épidémie et de cette crise sanitaire, il y a des choses, bien sûr. L'origine, si ça devait être prouvé, ça c'est une chose. Mais après, la façon dont on a géré l'épidémie, on a aussi notre chaîne de responsabilité à assumer. On sait très bien qu'entre l'approche asiatique et l'approche, on va dire, européenne au sens large, de la façon de combattre la crise sanitaire, ce sont deux approches qui n'étaient pas compatibles et qui donnent des résultats différents. Alors c'est vrai que l'OMS, Eric Verhaeghe, avait conclu que l'idée du virus échappé d'un laboratoire était totalement invraisemblable. Là-dessus, rappelons-nous juste le médecin chinois quand même. On a oublié. Pardon ? Pour ne pas faire de fake news sur ce point, c'est l'équipe qui a été envoyée en Chine par l'OMS qui a en partie conclu à ça. En l'espèce, c'est l'un des membres de cette équipe qui avait été salarié par les Chinois qui l'a dit, mais le directeur général de l'OMS a passé son temps à dire « n'écartons pas l'hypothèse d'un accident de laboratoire ». Il est vrai qu'en France, la presse s'est surtout contentée de dire, pour des raisons qui un jour auront besoin d'être expliquées, que l'hypothèse de l'accident était farfelue et impossible. Et la presse a systématiquement occulté les propos du directeur général de l'OMS, qui a passé son temps à dire que la Chine n'avait pas coopéré et que l'hypothèse de l'accident de laboratoire n'était pas à exclure, au contraire. Oui. Moi, je disais, juste un mot, il faut se souvenir quand même de ce médecin chinois qui avait osé dénoncer les choses dès le départ, et d'ailleurs dont on n'a plus entendu parler. Absolument. Voilà. Absolument. Mais à suivre, non, il y a un auditeur qui me dit que je rétropédale pas. Je pense que c'est sur l'hypothèse du virus échappé du labo. Je pense pas que c'était. On a pu traiter effectivement des gens de complotistes sur ce sujet-là, mais peut-être plus sur le fait que ça avait été fait volontairement. Mais l'hypothèse du labo, elle n'a jamais été complètement condamnée, Eric. Je ressortirai. Ressortez les dossiers. Vous allez voir. Il y a déjà à remplir un bouquin. Voilà, allez, on se retrouve dans un tout petit instant. Dites donc, on a pris du temps. Je voudrais qu'on dise quelques mots quand même de Bernard Tapie, également, la Cour d'appel qui a rejeté sa demande de renvoi alors qu'il est gravement malade. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour débattre et commenter l'actualité. Dans l'actualité, il y a la Cour d'appel de Paris qui a rejeté mardi la nouvelle demande de renvoi présentée par la défense de l'homme d'affaires Bernard Tapie, qui est poursuivi, vous savez, dans l'affaire Adidas, ce contentieux qui date de 2007. 27 ans, 27 ans. Absolument. Donc la défense avait demandé ce report puisque Bernard Tapie est atteint de plusieurs cancers. Vous le savez, on l'a entendu, on l'a vu. Il est actuellement hospitalisé. Le procès s'est poursuivi sans ses avocats. Et c'est vrai, je ne sais pas si notre réalisateur a l'extrait hier de Pascal Praud qui expliquait qu'il avait eu Bernard Tapie au téléphone. Je ne sais pas si on peut le réécouter. Non, il l'a pas. Bon, c'est pas grave. J'aurais dû le prévenir avant. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a... Ah bon, on l'écoute. Et que pour moi... Non, on l'a Bernard Tapie, je l'ai eu il y a 5 minutes. Il a demandé un report parce qu'il souffre de nouvelles tumeurs aux reins et au cerveau. C'est un homme qui mène un combat contre la mort depuis des semaines, des mois. Il y a 2 nouvelles tumeurs qui sont apparues. Les professeurs de médecine lui disent qu'il faut soigner ça tout de suite. Donc il a assisté à la première semaine du procès, et la deuxième semaine, effectivement, il veut sauver sa peau.
Voilà, Oui, alors, Patricia. Moi, je dirais deux choses. La première, c'est l'injustice de la justice. Dans le procès Big Malion, l'avocat de Jérôme Lavrieux était malade, il était atteint du Covid, il y a eu un report d'audience. Et là, je pense que vraiment cet acharnement de la justice, quel que soit le dossier, et je ne rentrerai pas dans le fond, mais je trouve que sur la forme, c'est totalement inhumain. Et je rappelle aussi que Bernard Tapie a été agressé récemment. Oui. Enfin, je veux dire, c'est un homme qui a tout subi. Il demandait juste un report. Mais sauf qu'ils ont peur d'être trivial, j'ai qu'il compris. meure entre-temps et que peu importe, c'est inacceptable. C'est une justice. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la justice de ce pays. Oui, Alexia Germont. Je pense que c'est typiquement le genre de décision ou d'absence d'acceptation de décision, justement, qui creuse un fossé encore plus évident avec la population. Parce que tout le monde a une façon de se dire que ce n'est pas... c'est un manque d'humanité. C'est un manque d'humanité. Et ça ne fait pas du bien à la justice d'avoir cette image-là. Qui a déjà une tellement mauvaise image. Et la Cour d'appel a refusé l'expertise médicale. Nicolas Corato, vous en pensez quoi ? J'en pense que des exemples comme celui de Bernard Tapie, il y en a des dizaines. Qu'il y a aujourd'hui des centaines de détenus en France qui souffrent de cancer et qui sont mal soignés, qui sont mal accompagnés. Mais je rejoins votre constat sur le caractère, sur le manque d'humanité de notre justice. S'agissant de Bernard Tapie, je dis simplement que mais peut-être que Pascal Praud pourrait passer d'autres coups de fil à d'autres personnes qui sont des justiciables aussi et qui vivent parfois des situations encore pires. On peut aussi citer un certain nombre. C'est intéressant que tout le monde s'émeuve de l'inhumanité de la justice, toujours à l'occasion des mêmes dossiers. Non, j'ai cité un autre exemple. J'engage tout le monde à visiter les prisons. Vous verrez, vous y trouverez un certain nombre de gens très malades. Pourquoi vous voulez parler d'autre chose ? On parle du cas de Bernard Tapie. Parce que je veux parler d'autre chose, parce que je pense qu'on ne peut pas réduire l'humanité, la question de l'humanité de la justice ou de la dignité de la justice qui est rendue dans ce pays uniquement au-delà après avec des affaires extrêmement médiatiques. C'est un exemple. Mais on peut choisir d'autres exemples, on peut les choisir mieux. Eh ben allez-y, donnez-nous des exemples. Donnez-nous des exemples de procès dont on a refusé allez-y concrètement. Je peux vous donner un exemple. Vous voulez qu'on parle des 4 allons-y alors. Je vais vous parler des 4 mineurs, qui étaient mineurs au moment où ils ont été mis en détention provisoire, qui étaient donc présumés innocents dans l'affaire de Viry-Châtillon. Vous savez, ces 4 jeunes gens qui ont passé 4 ans en prison. 4 ans en détention provisoire pour être ensuite acquittés. Mais ça n'a rien à voir. Mais c'est pas inhumain, ça. C'est pas inhumain d'être détenu quand on est présumé innocent. Eh ben si. Mais on parle d'humanité de la justice. Si c'est le thème, acceptez-le jusqu'au bout. Mais c'est pas le thème. Le thème, c'est le cas de Bernard Tapie dont on parle. Donc on peut faire une dissertation sur la justice, l'injustice. Justement, vous avez dit, vous ne vouliez pas rentrer sur le fond de l'affaire Bernard Tapie. Vous avez parlé d'humanité de la justice. Parlons-en globalement. Non, alors allez-y, Eric. Non, mais je trouve que la position de Nicolas est un peu injuste parce que les mineurs de Grigny, je suis de Viry-Châtillon, je suis d'accord pour dire que c'est scandaleux, et il est scandaleux qu'il y ait des détentions provisoires qui s'éternisent sans jugement et de façon non satisfaisante. Mais la particularité de Bernard Tapie, c'est que son affaire, elle dure depuis 25 ans. Qu'en réalité, c'est une lutte institutionnelle pour tuer socialement Bernard Tapie. On mesure d'ailleurs, dans cette affaire, c'est pour ça Nicolas que je te trouve injuste, on peut quand même mesurer la complicité de fait qui existe entre l'institution judiciaire et les grandes banques qui financent l'économie de ce pays, puisqu'en réalité le problème de Tapie, c'est qu'il a un jour voulu s'émanciper du Crédit Lyonnais qu'il avait fabriqué et qu'on ne le lui a jamais pardonné, et que de ce point de vue, toutes les institutions se sont mises en branle, à commencer par ceux qui ont fait appel de l'arbitrage qui a été rendu, qui était totalement régulier. Les institutions se sont mises en branle pour le broyer et pour lui faire payer le prix d'avoir voulu être indépendant des institutions bancaires qu'il avait financées et qui récupéraient le magot des entreprises qu'il dirigeait. Et là-dessus, il y a un vrai scandale d'État, qui est qu'aujourd'hui, il y a un capitalisme de connivence en France qui fait que la justice est au service
de Bercy, notamment, qui considère qu'un certain nombre d'affranchis n'ont pas le droit de s'émanciper. Il faut vraiment faire attention. Eric, que le sujet de Bernard Tapie. Mais il faut vraiment faire attention à ce procès que nous faisons, que vous faites de plus en plus généralement vis-à-vis de la justice. Moi, je te laisse responsable de tes paroles sur ces accusations qui sont très lourdes, Eric. Mais si on commence à douter de tout, y compris de la justice, c'est que les Français doutent de la justice. Il faut pas sur les mêmes sujets. Attendez, pas sur les mêmes sujets. Pardon, mais c'est vrai que j'ai un prisme, même si je suis pas avocat pénaliste, je suis quand même avocat. Donc, je dis simplement qu'à question particulière, est-ce que c'est atypique pour le coup de ne pas accepter un renvoi dans une affaire, alors que vous avez un prévenu qui est malade et qui se bat pour sa vie et qui a vraiment, pour le coup, et de refuser une expertise médicale, est-ce que c'est atypique ? Oui. Donc à cette question précise, il y a une réponse précise. Là où je ne vous suis pas, Eric, c'est sur, vous dites le capitalisme d'État et de connivence. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je trouve que ce sont des propos qui sont difficiles à soutenir parce que vous faites une généralité et ça me gêne. Mais après, il ne faut pas, si on veut rentrer sur le débat de la justice, et j'espère qu'on le fera à l'occasion du Beauvau de la sécurité, on va en parler. Là, il faut savoir être nuancé. Parce que est-ce que la justice est laxiste ? Très honnêtement, je ne le pense pas. Est-ce qu'elle est adaptée ? Non. C'est deux choses différentes. Mais il faut savoir faire preuve de finesse, de sémantique aussi, parce que les sujets sont trop graves. Parce que quand on fait travailler ensemble la police et la justice, ce ne sont pas deux institutions à opposer, ce sont deux institutions à réconcilier, parce que ça a un but, la sécurité des Français. On va en reparler. Nicolas, c'est le cas de Bernard Tapie, pour avoir entendu plusieurs avocats sur différents médias, est quand même assez particulier, c'est-à-dire le refus sur le cas après on peut parler de toutes des condamnations, de ce que vous voulez, mais sur le refus du report d'un procès parce que le prévenu est malade, c'est une chose qui est relativement rare. Mais ça manque d'humanité. Je dis simplement que découvrir le manque d'humanité de la justice à l'occasion de l'affaire Bernard Tapie. On le découvre pas. Parlons-en plus souvent. Voilà, ne nous prenez pas pour des abrutis. Enfin, je veux dire, c'est pas. Non, j'oserais jamais, Valérie. Mais parlons-en plus souvent des questions d'humanité, de dignité dans la justice. Je pense qu'on en parle relativement régulièrement ici sur un certain nombre de sujets de la justice. Patricia, vous voulez ? Non, c'est bon. Allez, on va marquer une pause, mais on va revenir sur ce Beauvau de la sécurité. Faites-vous confiance à la justice française ? On en parle avec vous dans un instant. On est ensemble avec vous pour commenter l'actualité avec Éric Verhaeghe, Nicolas Corato, Patricia Balme et Alexia Germont. Alors parlons, avant de parler peut-être de la justice, parlons de la Californie. En France, la Seine-Saint-Denis, c'est la Californie sans la mer. Emmanuel Macron hier a présenté une vision un peu particulière de la Seine-Saint-Denis. C'est, je vous le rappelle, dans la revue Zadig. J'aime aussi énormément la Seine-Saint-Denis. C'est le département le plus jeune de France, avec 2 aéroports internationaux, le plus important stade sportif français et le plus grand nombre de créations de start-up par habitant. C'est un portrait qui, pour le chef de l'État, se rapprocherait de celui de la Californie. Alors attendez, ce matin, Jordan Bardella était l'invité du Grand Matin Sud Radio et il a habité en Seine-Saint-Denis. Écoutez ce qu'il disait au micro de Patrick Roger et Cécile de Minibus. Je pense qu'en fait on vit pas dans le même monde. Moi je propose à Emmanuel Macron de venir passer peut-être quelques jours, quelques semaines dans la cité HLM où j'ai grandi à Saint-Denis, la cité Gabriel Péri. Aujourd'hui, lorsque vous entrez par exemple, eh bien vous avez des dealers à l'entrée des immeubles qui sont cagoulés, qui parfois sont armés, qui regardent qui sont les gens qui rentrent dans le bâtiment pour vérifier que vous n'êtes pas de la police. Je l'invite à venir voir le poids de plus en plus prégnant du fondamentalisme islamiste dans des communes comme Saint-Denis, dans des communes du 93. Je l'invite à consulter ce rapport parlementaire qui avait été remis il y a un peu plus de 2 ans à l'Assemblée nationale et qui nous dit que jusqu'à 25% de la population de Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire 400 000 personnes sur 1 500 000 personnes, pourraient être présentes de manière clandestine, clandestine. Ouais. Alors, Patricia, moi, je sens, et en termes de communication politique, puisque c'est mon métier, qu'on a un président qui a décidé de prendre le parti du bonheur. Et c'est le président bonheur. Je ne sais pas s'il prend du Prozac, je n'oserais pas le dire, et je ne pense pas. Mais en fait, il y a un problème
les Français souffrent. Lui, il tente de les rendre optimistes et joyeux. Pendant le Covid, rappelez-vous, et encore récemment, Jean Castex n'annonçait que les mauvaises nouvelles et le président de la République n'annonçait et se réservait que les bonnes nouvelles. Alors concernant la Seine-Saint-Denis et la Californie, pour ceux qui sont allés en Californie, la Californie c'est le soleil, c'est le bonheur, c'est les rollers, c'est les chanteurs, enfin c'est une joie de vivre. C'est la Silicon Valley, c'est par rapport à ça je pense oui, que, mais c'est aussi la sécurité. Il y a une sécurité en Californie et qu'il n'y a peut-être pas tout à fait en Seine-Saint-Denis. Donc, ce président bonheur qui veut redonner la joie aux Français, qui veut leur redonner de l'optimisme, on se demande s'il ne va pas dans le déni. Et cet affichage de communication politique est intelligent quelque part, mais il y a un déni de réalité. Et comparer la Seine-Saint-Denis à la Californie, j'ai trouvé ça extrêmement gonflé, extrêmement amusant et triste à la fois. Triste pour ceux qui y vivent et qui effectivement vivent un cauchemar quotidien. Et je pense aux Français qui ont acheté des petits appartements dans les années 40, qui vivent encore là, qui ne peuvent pas revendre leur appartement et qui ne peuvent pas aller ailleurs. Et qui, quand même, quand ils vont dans une boucherie, pardon, mais ce seront que des boucheries halal majoritairement. Et ça, on peut pas le nier. Donc, il y a un petit déni présidentiel qui a un côté charmant et triste à la fois. Oui. À force d'être dans le déni présidentiel et en même temps, ça donne surtout une prise de parole, en plus, particulièrement hors sol. Parce que c'est vrai que c'est triste pour les habitants de la Seine-Saint-Denis, parce que c'est oublier aussi en même temps de dire que la Seine-Saint-Denis, malheureusement, il y a un quart de ses habitants qui vivent en dessous d'un seuil de pauvreté qui est d'ailleurs, quand on compare, c'est d'ailleurs assez instructif, je trouve. À Paris, c'est à peu près dans les 28 000 euros par an, et en Seine-Saint-Denis, c'est dans les 17 000 à peu près, j'arrondis les chiffres. Ouais. Et je trouve qu'en fait, on voit cette différence. On aurait pu s'attendre à ce que ça soit même encore plus marqué. En tout cas, malheureusement, le département de la Seine-Saint-Denis reste le département le plus pauvre de la France métropolitaine. Et j'ajouterais une zone de non-droit. Demandez aux policiers qui veulent aller le soir. Alors, ils ne rentrent plus. La comparaison avec la Californie, c'est un peu hasardeux comme comparaison. Vous semble juste, Eric Verhaeghe? Écoutez, moi je trouve très bien qu'on diabolise la Seine-Saint-Denis comme je viens de l'entendre, puis ça permet de garder des prix immobiliers plus bas qu'ailleurs. Et donc ça permet, je pense que plein de gens en Seine-Saint-Denis qui habitent des endroits idylliques, car en Seine-Saint-Denis il y a des endroits horribles, des bars HLM qui sont terribles, mais il y a des endroits idylliques. Et parfois à 50 mètres de bars absolument abominables. Oui. J'ai en tête, notamment près de chez moi, au Pré-Saint-Gervais, vous avez des endroits résidentiels au Pré-Saint-Gervais qui sont idylliques et dignes de la Californie. Et tous les gens qui habitent là se félicitent qu'on pourrisse la Seine-Saint-Denis parce que ça permet d'éviter une trop forte montée des prix. Maintenant, la Seine-Saint-Denis, ce que je trouve intéressant dans ce débat, c'est qu'il y a une querelle de roman, non pas national, mais départemental, sur la Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire qu'il y a le roman du Rassemblement national, celui que j'entends un peu, qui est le roman des Parisiens, si j'ose dire, qui pensent que franchir le périphérique, c'est se retrouver dans la sauvagerie. Pardon, mais moi je me suis fait agresser avec mon fils en Seine-Saint-Denis. Moi, je me suis fait agresser un peu partout. Enfin, non, mais agressé, on m'a cassé ma voiture et on a reçu des pavés sur la tête. Donc, pardon, j'y suis allée. Je ne parle pas de quelque chose que je ne connais pas. Ouais. Non, mais je ne dis pas, Patricia, que vous ne le connaissez pas. Je dis juste que la Seine-Saint-Denis ne se résume pas au centre de Saint-Denis ou au bar de la Courneuve. Il y a plein d'autres endroits qui sont extrêmement différents de ce qu'on présente. D'accord, mais est-ce que la Californie, est-ce que c'était adapté, la Californie? Est-ce que le terme Californie est adapté? Alors, moi, le mot Californie, je vois bien l'objectif, le roman que Macron essaye d'écrire, c'est de dire aux jeunes, mais sortez du discours victimaire, projetez-vous dans un avenir que vous pouvez fabriquer. Et moi, spontanément, je trouve que l'idée n'est pas sotte. Mais il a parlé du présent, il n'a pas parlé de l'avenir. Oui, mais on voit bien que la Seine-Saint-Denis est un objet politique qui n'a pas forcément droit à la parole,
mais qui est un objet de confrontation idéologique. Moi, ce que je trouverais mieux, c'est que les habitants, les Dionysiens, comme on dit, puissent s'exprimer sur leur mode de vie et qu'on leur donne la parole à eux au lieu de la confisquer. Et quand je vois régulièrement des élus comme Clémentine Autain, qui sont des Parisiens parachutés en Seine-Saint-Denis, qui pour rien au monde ne vivraient en Seine-Saint-Denis, qui confisquent la parole des habitants, je trouve ça très dommage, parce que moi qui habite à 100 mètres de la Seine-Saint-Denis, pas des pires endroits, puisque je vois les Lilas, je vois Bagnolet, je vais vous dire, moi je vais me promener dans des parcs de Seine-Saint-Denis le dimanche, il y a une ambiance festive, hyper sympa, beaucoup plus ouverte que ce que je vois ailleurs, et il n'y a pas de crainte phobique, si vous voulez, d'insécurité. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut dire que la réalité de la Seine-Saint-Denis, aujourd'hui, elle est recouverte, dissimulée sous des enjeux idéologiques. Et je trouve ça dommage, parce qu'on donnerait la parole aux habitants, comme avait voulu le faire à une époque le Bondi Blog. Je pense que ce serait pas mal, parce que la réalité qui s'en dégage est beaucoup plus nuancée que ce qu'on en dit. Vous parliez de nuances tout à l'heure. Je n'entends pas beaucoup de nuances dans la bouche de ceux qui font l'éloge de la nuance, si vous pouvez me le permettre. Ce qui, moi, me rend suspect, tous les gens qui me disent faut être nuancé, je les vois généralement extrêmement simplistes. Vous avez raison là-dessus. Je voudrais que Nicolas puisse non, mais vous avez raison là-dessus, mais ce n'est qu'une partie de la... mais je laisse Nicolas. On va laisser Nicolas s'exprimer. Pour être tout à fait juste, le président est lui aussi nuancé, parce qu'il dit il ne manque que la mer pour que ce soit la Californie, mais il dit aussi que quand les gens progressent en Seine-Saint-Denis, ils partent, et c'est ce qui explique les difficultés, et lui, il dit qu'il y a des difficultés économiques, sociales et sécuritaires. Donc il nuance là aussi son propos, mais c'est vrai que ce terme de Californie a beaucoup fait réagir. Nicolas Corato. Oui, moi je vais être assez d'accord avec Eric. Je pense que on a une vision très souvent assez occultée de ce qui se passe réellement dans les départements franciliens, petite et grande couronne. D'ailleurs, je remarque qu'Emmanuel Macron a définitivement un problème avec la géographie, puisque l'aéroport de Roissy n'est pas en Seine-Saint-Denis, mais dans le Val d'Oise. Je ferme la parenthèse, mais là aussi, on pourrait revenir sur le sujet. Non, moi, je reviens sur ce que disait Patricia, je suis assez d'accord. On est dans l'incantation, ce sont des mots. Et d'ailleurs, on est un peu dans une communication dite performative, c'est-à-dire dire, c'est faire. Alors, je vous dis qu'il fait beau, soyez heureux. Eh ben, il va faire beau et on va être heureux. Et on voit bien que le président de la République a envie de distiller de l'optimisme, parce qu'il pense que la confiance revenant, tout va repartir. Et dans ce fameux article, il y a quand même l'obscurantisme face à la nouvelle ère, le Moyen-Âge, auquel succéderait la Renaissance avec un guide suprême qu'il pourrait être pour nous mener vers la lumière. Bon, tout ça, ce sont des mots. Pour revenir à la Seine-Saint-Denis et à la Californie, là aussi, on préférerait peut-être des propositions. Ouais. Un de ses prédécesseurs avait une ambition pour ces territoires-là et toute la région parisienne, pardon de le dire, c'était Nicolas Sarkozy, qui avait mis sur la table le projet du Grand Paris, qui était un projet d'organisation qui allait d'ailleurs jusqu'à la mer, souvenez-vous, puisque ça c'est la grande reprise du projet de Napoléon, Paris jusqu'au Havre. Hein, c'est l'idée que le Havre deviendrait le port de Paris. Et donc effectivement, on pourrait donner à la Seine-Saint-Denis un front de mer qui serait au Havre. Donc pourquoi pas? Mais ce que je reproche à cet article, cette interview, c'est qu'il n'y a aucun projet. Il y a simplement une incantation, il n'y a pas de vision. Et on peut parler de projet pour la Seine-Saint-Denis. Moi, je crois, il faut le dire, la Seine-Saint-Denis, c'est un territoire très intéressant parce que la plupart des grands sièges sociaux sont en train de s'installer en Seine-Saint-Denis. Oui. Il y a beaucoup de sections de recherche et de développement qui sont en train de s'installer en Seine-Saint-Denis. Finalement, Patricia, peut-être que dans 5 ans, nous irons tous travailler en Seine-Saint-Denis et il faudra partager ce territoire avec les Dionysiens. Et ça fera partie de notre quotidien de Parisiens. Et donc finalement, pourquoi pas si on est en sécurité? Non, mais moi je partage la notion d'Éric. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé moi aussi en banlieue et en grande banlieue. Il y a des endroits où on se sent en sécurité et où on pourrait regarder les choses de loin et se sentir en insécurité. Il y en a d'autres où on est en insécurité. Je veux dire, moi, j'ai toujours été très en sécurité à Sarcelles, alors que c'est un endroit qui parfois est très compliqué à vivre, et parfois me sentir très en insécurité sur l'avenue des Champs-Élysées. Je crois que l'un n'est pas exclusif de l'autre. L'un n'est pas exclusif de l'autre, mais je crois qu'il ne faut pas hiérarchiser les territoires par rapport à ces sentiments d'insécurité. Je pense que le problème de l'insécurité, c'est un problème global dans la société française, avec des différences parfois
territorial. Mais la Seine-Saint-Denis peut être un nouvel horizon pour Paris. Oui, si c'est ça la vision du président de la République, moi je la partage d'une certaine manière, et je pense que l'avenir de Paris se joue en partie en Seine-Saint-Denis et dans d'autres départements limitrophes. Éric, je voudrais vous répondre parce qu'effectivement, pour remettre de la nuance dans le propos, moi j'ai réagi au départ. Je trouve que par rapport à la prise de position du président, effectivement, sans projet à côté, mais c'était pas le lieu dans cette interview fleuve, puisque c'était surtout pour peindre un récit de son attachement à tout, pour qu'il ait des points d'attache et des points de capacité de rebond après pour pouvoir démarrer une campagne électorale potentielle. Évidemment que je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, notamment, et là c'est mon prisme plus économique qui revient, je trouve qu'il y a des initiatives en Seine-Saint-Denis qui sont particulièrement intéressantes, qui malheureusement, là où le président a raison, c'est que dès que ça commence à bouger, on n'est pas capable d'accompagner avec des structures intermédiaires. Moi, je ne connais pas très bien toute la Seine-Saint-Denis, mais en revanche, je connais Saint-Ouen. Et on voit très bien cette coexistence, en fait, de territoires qui sont à la fois des territoires difficiles, évidemment, et puis d'autres qui sont porteurs d'avenir. Donc, sur l'ensemble de la Seine-Saint-Denis, je crois qu'on s'était mal compris, y compris sur ce que je voulais souligner par rapport au seuil de médian, de revenu médian, où je trouve que de dire qu'on est déjà à 17 000 par rapport à 28 000 à Paris montre bien que la notion de Grand Paris doit être vue dans sa globalité, et c'était pas du tout pour opposer des territoires. On marque une pause, on se retrouve avec vous pour parler du Beauvau de la sécurité. À tout de suite. On est ensemble jusqu'à midi. Donc une balise d'opinion IFOP nous apprend qu'un sondage, un sondage qui nous apprend que la police évoque de la confiance pour 42% des Français, de la sympathie pour 20%, de l'inquiétude pour 21% et 7% ressentent de l'hostilité. Pour ce qui est de la justice, 22% se déclarent confiants à son égard. Il y a un vrai problème. 3% lui témoignent de la sympathie, 51% de l'inquiétude et enfin 12% expriment une hostilité. 8 Français sur 10, c'est un sondage CSA, estiment que la justice est trop laxiste. En tout cas, c'est le ressenti de très nombreux Français. Et ça rejoint notre petit débat de début d'émission. Nicolas, je ne trouvais plus votre prénom. Et on a un auditeur, on a Luc en ligne avec nous. Bonjour Luc, vous vouliez intervenir sur ce sujet? Bonjour Valérie. Bonjour. C'est pas tout à fait sur ce sujet, mais ça revient plutôt sur votre sujet sur Bernard Tapie. Oui. Ça m'agace un petit peu quand j'entends dire que Bernard Tapie est jugé pour escroquerie. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le premier escroqué dans l'affaire, c'est Bernard Tapie. Il ne faut pas oublier que l'époque dont il est question était une époque extrêmement perturbée en matière bancaire. Alors il y avait des aventuriers. Entre guillemets, j'en ai fait partie en réalisant des opérations immobilières, c'est mon métier. Mais il y avait chez les banquiers une sacrée bande de voyous aussi. Oui. Je vous explique une anecdote. Alors, pardon Luc, je vais vous couper parce qu'on voudrait vraiment parler du Beauvau. Il nous reste 7 minutes, mais je vous promets qu'on va vous rappeler. On retraitera forcément du sujet de Bernard Tapie dans les jours qui viennent. Merci en tout cas de nous avoir appelés. Pardon, décidément, j'ai du mal avec vous ce matin. Nicolas, j'arrive pas à retenir votre nom ce matin. Mais je ne sais pas, Valérie. Nicolas, donc ce sondage vous étonne, qu'est-ce que vous en pensez? Non, 51% ressentent de l'inquiétude, 22% se déclarent confiants seulement. Non, il ne m'étonne pas, il ne met pas, enfin c'est pas nouveau, ça ne fait qu'empirer d'ailleurs. D'ailleurs, si vous regardez le sondage globalement, il y a une vraie défiance vis-à-vis de toutes les institutions. Alors c'est vrai particulièrement vis-à-vis de la justice, mais regardez les chiffres de la police ne sont pas bons non plus. C'est-à-dire que ce sondage n'est que la manifestation nouvelle, additionnelle de ce qu'on appelle la société de défiance, c'est-à-dire que nos concitoyens doutent, ne croient plus en nos institutions. Non, premier constat, c'est pas nouveau. Deuxième constat, pourquoi? Parce que je pense que ces institutions sont largement méconnues et très loin des citoyens.
et que elles arrivent à leur connaissance à l'occasion de faits divers qui sont extrêmement choquants, qui attrapent vraiment la population par les tripes, et qu'on a du mal ensuite à remettre et à présenter de manière objective. Il y a quelques données qu'on peut mettre au regard de ce sondage et qui sont des données objectives. Quand vous interrogez des grands spécialistes du droit pénal français ou européen, le système pénal français apparaît comme l'un des plus répressifs. C'est-à-dire que c'est très intéressant de voir la dichotomie entre ce qu'est notre système concrètement et la perception qu'en ont les Français. Nous avons un système pénal très répressif. Nous avons un système d'emprisonnement qui est l'un des plus, je dirais, généreux en Europe. La France n'est pas un pays laxiste, objectivement, en termes de politique publique pénale. La difficulté, je pense, qu'elle vient notamment de l'opposition qui est en train de devenir absolument cataclysmique entre deux corps qui sont la police et la justice. Et qu'à partir du moment où ces deux corps ne peuvent plus, parfois même ne veulent plus travailler ensemble, voire même s'opposent, et s'opposent de manière parfois très radicale, et il a fait très froid le 19 mai autour de l'Assemblée nationale, si je puis m'exprimer ainsi, effectivement, je pense que là, on a un vrai souci de politique pénale globale, de politique publique globale. Donc, il faut regarder les choses, essayer de regarder les choses objectivement. Je pense qu'on a l'arsenal juridique peut-être le plus solide et le plus lourd peut-être de toute l'Union européenne, quelques exceptions près approchant, et qu'on a effectivement une population qui n'y croit plus. Donc ça pose vraiment la difficulté de savoir si on doit... Alors je voudrais que tout le monde puisse parler, mais pourquoi elle n'y croit plus? Parce que tous les jours, on a des exemples de peines non exécutées. Je crois qu'il y avait 80 000 peines non exécutées, qu'on a des gens qui sont en récidive 10, 15, 20 fois, et pour lesquels les peines ne sont pas appliquées ou exécutées. Alors Patricia, vous voulez s'exprimer? Le sujet de la prochaine élection présidentielle qui est dans quelques mois, ce sera la sécurité. Et le problème des Français, c'est pas forcément la justice, l'injustice ou la police, c'est la sécurité. Ils veulent vivre en paix. Et je pense, mais je ne suis pas sûr qu'un jour ça arrive, que s'il y avait un ministère de la sécurité qui englobe et qui rassemble le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur, peut-être qu'on arriverait à quelque chose dans ce pays. Le problème, c'est la dichotomie entre les deux. C'est l'affrontement là entre deux ministres, et on l'a bien compris, un ministre qui est de la Justice, qui est plutôt du côté des prisonniers, et un ministre de l'Intérieur qui essaye un peu d'être du côté des victimes, mais qui s'y prend mal en allant à une manifestation là où il fallait pas y aller. Donc, si il n'y a pas une corrélation, un travail entre ces deux ministères, ça ne s'arrangera jamais. Et vous savez, les Français, ils entendent les policiers. Qu'est-ce qu'ils disent, les policiers? On arrête quelqu'un, le lendemain, il est relâché, et on le retrouve une semaine après. C'est aussi basique que ça. Oui, Alexia? Je crois que vous êtes avocate, je le rappelle, donc vous connaissez un peu. Je crois que le sujet de la paupérisation de la justice est évidemment un sujet sur lequel, même si on essaye de rattraper le retard ne date pas d'hier. Et donc, même si vous avez un budget aujourd'hui de plus de 8%, évidemment, faut le saluer. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir après de quelle façon cet argent est redistribué dans l'augmentation du budget, parce que on s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a un très très gros pôle immobilier qui engloutit considérablement l'accroissement finalement du budget. Il y a un effort sur le personnel, bien sûr, également, parce qu'en fait, vous avez besoin des auxiliaires de justice. Et les auxiliaires de justice, c'est évidemment les greffiers, ça tout le monde y pense, mais ça va être sur le suivi des peines, ça va être sur la réinsertion, ça va être sur la pénitentiaire. Il y a un gros effort qui est fait sur la pénitentiaire, c'est énorme également. Donc là, on parle de plus de 2400 emplois nets qui seraient créés. Bon, donc il y a le sujet de la paupérisation. Et puis c'est comme en matière de dette publique. Il y a le montant et l'efficacité. Et c'est là où je crois que les Français ont totalement raison, c'est en matière d'efficacité de la justice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un problème d'exécution, sur la durée d'exécution finalement des peines, bien sûr, et puis on a un sujet de capacité pédagogique
Parce que ça sert à ça, finalement, la justice. Parce que quand vous condamnez quelqu'un beaucoup trop tardivement par rapport à des faits qui sont avérés, ça ne sert à rien. Donc, on est un certain nombre, notamment il y a Thibault de Montbrial qui pousse l'idée depuis quelque temps, et je dois avouer que je suis assez en ligne avec lui, sur l'idée de courtes peines effectuées très rapidement, mais dans un système éventuellement pénitentiaire repensé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser non plus que le système pénitentiaire ne doit être que des quartiers de haute sécurité. Il faut aussi adapter à une population et à une violence qui s'est transformée. Alors, et ça, la justice ne l'a pas vu. Oui, alors je veux dire, moi je ne suis pas un ami de la prison. Non. Et je pense que l'appel au tout répressif qu'on entend, moi, ça me met très mal à l'aise. Là, on n'a pas évoqué du tout répressif. C'est pas sur ce plateau. Ce que j'entends dans le débat public, c'est il faut sanctionner, il faut enfermer les gens. Moi, je n'aime pas ce discours. Je suis d'accord avec ce que commence à suggérer Montbrial, c'est-à-dire que entre l'amende qu'on inflige et l'emprisonnement, il nous manque aujourd'hui une catégorie de peine qui ne serait pas criminogène, si vous voulez, parce que le problème, c'est que quand vous envoyez un gamin en prison, vous êtes sûr qu'il en ressort délinquant. Il nous manque aujourd'hui l'invention d'une sanction qui serait éducative, d'une certaine façon, et qui permettrait aux délinquants de sortir de la délinquance. Il faut des moyens là, pour ça. Je crois qu'on a un effort à faire. Et je pense là-dessus que s'il y a des sujets dans la justice d'aujourd'hui, et je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'ils sont réels, ils sont nombreux, et il y a aussi des sujets dans la police. Quand je vois l'affaire du féminicide de Lorraine, où les plaintes n'ont pas été remontées au parquet, tout le monde explique que c'est le problème de la justice. Enfin, à la base, le problème, c'est que la police a enregistré des plaintes et n'a rien fait. Et je pense c'est une erreur de se laisser piéger par le discours policier qui consiste à dire que le problème c'est l'autre. Je pense que nous avons un problème au ministère de l'Intérieur. Bon, écoutez, ce sera le mot de la fin et je pense qu'on n'en a pas fini avec ces sujets. Merci à tous les quatre.